Depuis 2017, une chose est sûre, c'est que le mouvement MeToo, ou Balance ton porc en français, divise l'opinion publique. D'un côté, des millions de femmes qui se libèrent et s'expriment au sujet des violences sexuelles, et de l'autre, des centaines d'hommes, tous plus puissants les uns que les autres, sur le banc des accusés. Et au milieu de tout ça, il y a un petit groupe qui a émergé avec une opinion assez tranchée. Que jouir lors d'un viol, je vous signale. Moi j'aurais aimé me faire violer, vous voyez. Est-ce qu'il est normal qu'un homme se voit traité de porc et que ce soit le grand début d'un mouvement parce qu'il a dit à une femme « Tu as des gros seins, je vais te faire jouir ». Donc là, on a des femmes qui nous expliquent calmement que bon, le viol, c'est pas si grave que ça, et si t'es pas une grosse victime, tu t'en remets. Hein. Alors le sujet, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, même si là, bon, faut peut-être pas abuser. Mais en fait, on peut pas nier que ça révèle quelque chose d'intéressant. De manière générale, on a beaucoup de mal à croire les victimes. Et on peut légitimement se demander pourquoi. Parce que si on regarde les chiffres, un viol a quand même eu toutes les 9 minutes dans notre chère patrie, dans le pays des droits de l'homme, la France, quand seulement 10% des victimes osent aller porter plainte. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de comprendre pourquoi. Dès lors qu'on parle d'un viol, il y a un doute systématique qui vient nuancer et souvent décrédibiliser les propos des rares personnes qui osent parler. Je m'appelle Léonie et je vous souhaite la bienvenue dans la réalité dense et controversée du viol. Quand on dit culture du viol, certains ont l'impression qu'on ne parle que des sociétés marginales et extrémistes qui mettent publiquement et fièrement en avant les violences sexuelles. Quand d'autres estiment que tout dans la société pousse les hommes à violer les femmes. Alors certes, ces sociétés existent, c'est grave, et le sort des femmes dans ces pays est bien plus à craindre que le nôtre. Sur ça, y a pas de débat. Mais ceci dit, ça signifie pas non plus que chez nous, y en a pas du tout. Et contrairement à ce que certains ou certaines avancent, c'est un peu plus compliqué que les hommes sont des méchants oppresseurs et les femmes sont des grosses victimes. Donc pour tenter de comprendre pourquoi on a tant de mal à croire les victimes, on va d'abord se plonger un peu dans l'histoire. Déjà, les premières définitions du viol telles qu'on connaît aujourd'hui, elles sont arrivées tardivement, au XVIe siècle précisément. Avant, c'était même pas différencié de l'enlèvement. Et en plus de ça, ce qui déterminait si oui ou non ton viol allait être pris au sérieux, c'était quasiment exclusivement la virginité. Donc si t'étais pas vierge, t'avais pas pu te faire violer. Bah oui, parce que le seul moyen de prouver le viol, c'était la déchirure de l'hymen. Donc ça file déjà une petite partie des plaignantes. Ensuite, le souci qui se posait si on arrivait à la conclusion « ok, elle a été violée », c'était que le premier réflexe, c'était pas forcément de courir après l'agresseur pour l'arrêter, mais plutôt de faire culpabiliser et de lyncher la victime. Je m'explique, le défi principal pour des parents à l'époque, c'était pas que leur enfant fasse une école de commerce ou soit avocat, mais c'était de trouver chaussures aux pieds de leur fille. Il fallait qu'elle trouve un mari, et un bon mari. Or, le problème qui se pose quand tu t'es fait violer, c'est que t'es plus vierge, donc le bon mari, il veut plus de toi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bah solution numéro 1, on la blâme elle parce que ça devient un fardeau. Solution numéro 2, on propose gentiment au violeur de venir épouser la victime, comme ça lui, bah il échappe à toute condamnation et elle, c'est plus un fardeau. Et solution finale, le crime d'honneur, ou quand le poids d'avoir une victime de viol à la maison nous pousse à commettre l'irréparable. Et dites-vous quand même que dans certaines régions du monde, comme l'Iran, le Bangladesh ou la Jordanie, ces crimes d'honneur, ils sont encore pratiqués à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc déjà, on comprend que le viol, dès les débuts où ça commence à être reconnu, c'est assez compliqué. Et surtout, la responsabilisation de la victime est déjà présente. Ce qui présage rien de bon pour la suite, vous vous en doutez. Vont s'en suivre des siècles de banalisation du viol, de viol collectif, et un cliché va commencer à se détacher dans l'opinion publique. Les femmes, elles aiment et elles veulent se faire violer. Il faut qu'une femme soit consentante pour être violée. C'est difficile de violer une femme quand elle ne veut pas. Ce sont des femmes qui en ont envie de toute façon. Plus sérieusement, jusqu'au XXe siècle, le viol n'existe pas dans la tête de beaucoup, le viol n'est même pas un délit pénal, et surtout si ça arrive, c'est quelque chose qu'il faut taire. Parce que tu l'as quand même un peu cherché. Hein. Mais alors comment on est passé de ce constat plutôt alarmant à MeToo ? Eh bien en fait, on va avoir la chance qu'au XXe siècle, des femmes comme Gisèle Halimi, Simone Veil, Simone de Beauvoir et bien d'autres vont se battre dignement pour que les droits des femmes soient enfin respectés. Elles vont notamment écrire et signer un manifeste, aussi appelé le manifeste des 343 salopes, pour l'avortement précisément, mais leur combat a aussi pour but de faire avancer les choses en ce qui concerne la place des femmes dans la société, la contraception ou encore ce qui nous intéresse aujourd'hui, le viol. L'opinion publique va lui aussi commencer à évoluer doucement en ce qui concerne le viol pour reconnaître à la fin des années 60, je cite, que des filles perdues qui l'ont souvent cherché peuvent en effet se faire violer par des types dérangés, marginaux et déséquilibrés. Oui, bon, faut pas trop en demander, hein. Et cette vision va devenir la norme, c'est-à-dire qu'on va reconnaître que ce type de viol. Donc tard le soir, à une heure où t'aurais pas dû sortir, avec un mec marginal, déséquilibré, s'il est chômeur immigré c'est encore mieux. Oui, ça on va reconnaître que ça existe. Et on va tellement reconnaître que ça existe qu'aujourd'hui on appelle ça le bon viol. Parce que statistiquement, t'as plus de chances d'obtenir gain de cause devant la justice que si c'est quelqu'un que tu connais et qui paraît plus ou moins normal. Mais alors vous allez me dire, on pourrait quand même se réjouir, ça y est, une grande partie des viols sont enfin reconnus par la justice et par l'opinion publique. Mais non, parce que le bon viol ne représente que 15% des agressions, donc là-dessus on a encore pas mal de boulot. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à mesure que la parole s'est libérée autour de ce tabou, on a commencé à comprendre l'un des plus gros problèmes sous-jacents du viol aujourd'hui, la confusion entre relations sexuelles et agression sexuelle.
Le viol aujourd'hui, il est défini par l'article 222-223 du Code pénal comme étant tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Cette définition, elle nous explique quoi? Elle nous explique que pour que ce soit valide, il y a plusieurs éléments qui doivent être réunis. Premièrement, il doit y avoir un acte de pénétration. Donc bon, je vous fais pas de dessin, mais gardez à l'esprit qu'un doigt, un objet extérieur ou la bouche comme destination finale, ça compte. Ensuite, ça doit avoir été commis par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et dernier élément, et pas des moindres, le consentement. Et ça, c'est un des plus gros malentendus de l'histoire de l'humanité. De base, le consentement c'était très simple, hein, c'était l'accord que tu donnais à ton ou ta partenaire pour participer à une activité sexuelle. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le petit problème qui se pose avec le consentement, c'est que c'est pas un contrat que tu signes avec ton partenaire avant l'acte. C'est même souvent implicite. Et qui dit implicite, surtout dans ces domaines-là, dit forcément problème de compréhension. Donc certains vont se mettre à prendre des noms pour des jeux de séduction, quand d'autres vont se mettre à penser que si elle reste loin, c'est qu'elle veut se faire désirer. Ce qui pose forcément des problèmes. En plus de ça, on va se rendre compte que cette notion de consentement, elle touche à quelque chose d'intime, de secret, de mystérieux, parce qu'elle touche à la séduction. Et les limites de la séduction chez les uns et chez les autres, c'est pas les mêmes. Et là aussi, ça vient foutre la merde. Alors attention, je suis pas en train de dire que si les violeurs violent, c'est pas de leur faute et c'est parce que nos limites sont différentes, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que la culture du viol, c'est très compliqué à comprendre, parce que déjà, ça part de notions floues et complexes. Donc on peut pas résumer ça à gentil vs méchant. Ensuite, ce qu'on a compris petit à petit, c'est que dans les cas du mauvais viol, le profil du violeur, il change du tout au tout. Et ça aussi, ça crée des confusions. Bah oui, parce qu'on passe des drogués, chômeurs, déséquilibrés, tout ce que tu veux, à des chic types, à des pères ou à des mères de famille, à des gens avec qui t'as pris un café la semaine dernière. Et ça là, ce combo de barrière floue du consentement plus ça pourrait être ton voisin, ça nous dérange. Parce que si ça peut arriver à tout le monde, avec quelqu'un en qui on a confiance, dans un lieu rassurant, parce que 85% des viols ont lieu dans un endroit qu'on connaît, ça veut dire que personne n'est à l'abri. Or, l'être humain, pour arrêter de flipper et dormir sous ses deux oreilles, de quoi il a besoin? De se sentir en sécurité. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se raconter toutes les histoires possibles et inimaginables pour se prouver qu'à nous, ça va pas nous arriver. Résultat des courses, ta petite histoire de viol avec le Edmond de chez Orange, c'est pas possible. En fait, parce que j'ai parlé avec lui la semaine dernière, donc il a pas pu faire ça. C'est exactement comme dans des histoires de drame ou de meurtre, comme celui de la petite Lola récemment, où on a vu plein de théories émerger sur les réseaux sociaux comme quoi elle avait pas choisi au hasard, etc., etc. Parce qu'en fait, on peut pas s'avouer que ça aurait pu arriver à nous ou à notre petite sœur. Et bien pour le viol, c'est à peu près le même mécanisme. On se raconte des histoires pour se rassurer et se sentir en sécurité. Le problème, c'est que c'est une illusion. Les 3 lieux où on se fait le plus violer, c'est chez soi, chez l'agresseur ou à l'hôpital. L'habit n'y est souvent pour rien. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui rassemble dans un musée les tenues de personnes qui se sont faites violer. Et spoiler alerte, 0 crop top, 0 mini-jupe. Que des tenues normales de personnes qui ne s'attendaient absolument pas à ce qui allait leur arriver. Et même en ce qui concerne le profil de la victime, on a tout faux. Non, ça n'arrive pas qu'aux jeunes filles naïves, paumées ou à celles qui l'ont cherché. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment. Et ça aussi, ça nous dérange. Donc là, on commence à comprendre doucement les raisons pour lesquelles on doute systématiquement du discours des victimes. Mais vous vous doutez bien que c'est pas si simple, que le consentement c'est bizarre et on se raconte des histoires. Tout part plus ou moins de là, oui. Mais il y a pas que ça. Et c'est d'ailleurs très souvent là qu'intervient le fameux « Mais je comprends pas, si tu voulais vraiment pas te faire violer, pourquoi tu t'es pas enfui en courant? Et c'est maintenant qu'on va se faire un petit topo sur le cerveau, hein? C'est le moment là, non ?» Depuis la nuit des temps, notre cerveau très intelligent, il a appris des méthodes de survie. Parmi ces méthodes, on retrouve l'affrontement, donc affronter un lion quand il arrive en face de toi. Ou la fuite, donc partir en courant quand le lion arrive en face de toi. Mais il y en a un qu'on oublie souvent, et qui s'appelle l'immobilisation. Donc rester sur place quand le lion arrive en face de toi. Et en fonction de comment ton cerveau est stimulé au moment du danger, c'est ton cerveau primaire, donc pas celui de la raison, l'autre, qui va choisir une méthode. Autrement dit, c'est pas toi qui choisis. Donc oui, une partie des personnes, quand elles sont violées, elles restent sur place, elles se figent sans pouvoir bouger d'un millimètre. Et c'est ce qu'on appelle la sidération. Quand j'ai compris que je pouvais crever là, et quand j'ai décidé qu'il en était hors de question, ma conscience s'est tirée, parce que sinon elle n'aurait pas supporté et elle aurait continué à hurler. Et là-dessus, il y a un truc que j'appellerais un super cerveau, super héros, qui gère, qui prend les commandes et qui dit alors tu vas te calmer, moi je m'occupe de tout, toi tire-toi. Et moi, je gère. Il veut l'autoradio, tu lui donnes l'autoradio. Il cherche les clés de la bagnole, tu trouves les clés de la bagnole pour, justement, garder ce sang-froid qui va me permettre d'en sortir en vie. Et parfois, cette sidération, elle s'accompagne d'un autre phénomène qui va reproduire les effets d'une des drogues hallucinogènes les plus puissantes. J'ai nommé la kétamine. T'as donc un effet sorti de corps comme si t'étais spectateur de la scène sans pouvoir rien faire du tout. De me voir sortir de mon corps, d'être au-dessus de la scène, de voir ce qui se passe, et dans ma tête me dire mais crie, hurle, il y a la rue à côté, les gens vont forcément t'entendre, crie, fais quelque chose, débat-toi. Et moi, comme ça, qui attend que ça se passe, tout simplement, et ma tête me dit crie, et mon corps me dit non,
ne fait rien. Ce qui explique aussi pourquoi le discours de certaines victimes est souvent flou, dans le désordre, ou que certaines mettent des années à se rendre compte de ce qui s'est passé. Tout ça, c'est notre cerveau. Alors c'est sûr que d'extérieur, quand on voit 20 victimes qui portent plainte 10 ans après, on peut se dire c'est de la diffamation, c'est dégueulasse, tu te rends pas compte, machin, mais c'est pas si simple que ça en fait. Et statistiquement, il y a que 2% des personnes qui mentent sur leur agression ou leur viol, donc c'est absolument pas la norme. Et ça nécessite absolument pas qu'on doute de toutes les victimes. Donc maintenant on comprend un peu mieux pourquoi d'un point de vue individuel on a du mal à croire les victimes, mais force est de constater que d'un point de vue sociétal, c'est autant, voire plus compliqué. On a toujours plus ou moins glamourisé les relations entre humains, l'amour, enfin tout ce monde de la séduction. Rien qu'à voir certaines scènes cultes de films ou de séries, on comprend bien que les notions de consentement, elles sont floues et bien ancrées dans nos pensées. Mais, depuis l'affaire Weinstein, tout le monde s'accorde à dire que les choses ont changé. Les plaintes ont augmenté, les langues se délient, les histoires se multiplient. Maintenant, certains hommes disent même avoir peur de draguer. Ce changement de paradigme, il est dénoncé par certains comme une montée du puritanisme, comme ont pu le décrire des femmes comme Catherine Deneuve. C'est là le propre du puritanisme que d'emprunter, au nom d'un prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de leur émancipation, pour mieux les enchaîner à un statut d'éternelle victime. Et d'un autre côté, on est témoin d'une libération progressive et sans précédent de la sexualité, ce qui va complètement à l'inverse du puritanisme. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on assiste à un vrai fléau de la sexualisation, même et surtout, j'ai envie de dire, chez les plus jeunes. On voit des influenceurs qui prônent les vagins des filles de 12 ans, des culs, des seins, du porno, des corps, absolument partout. Alors certes, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps, et les 3/4 des personnes qui reçoivent des commentaires du style « Oh, je la prendrais bien en leu, sale pute !» ne sont même pas sexualisés sur leur réseau. Mais il suffit juste de prendre un peu de recul pour comprendre que ces deux mondes en pleine expansion, là, puritanisme et sexualisation, ils vont plus pouvoir coexister bien longtemps. On veut une libération de la femme, on veut qu'elle soit forte, indépendante et égale à l'homme, et qu'elle arrête de se prendre des réflexions frustrées à chaque fois qu'elle se montre. Mais en même temps, il y a une partie qui veut une libération du porno, il y a une partie qui veut des trucs toujours plus hardcore. Et surtout, il y a une partie qui profite largement de cette situation en postant masse de cul, de seins et de réflexions décervelées sur les réseaux sociaux, et qui continue du coup de réduire la femme à néant. Donc forcément, ça crée des dégâts collatéraux, même et surtout, j'ai envie de dire, chez ceux qui n'ont rien demandé. Donc dans ce contexte, moi je me pose une question. Dans quelle mesure cette nouvelle ère ambiguë là, elle a un impact sur ce qui nous intéresse vraiment, le viol? Et en fait, ce que j'ai trouvé m'a montré que tout le monde a plus ou moins raison. Il y a des arguments qui s'entendent des deux côtés, mais personne s'écoute parce qu'on est beaucoup trop occupé à vouloir avoir raison. Parce que oui, il y a une vraie culture du viol dans notre société, et ça on peut pas le nier. Dans les écoles de commerce par exemple, qui forment quand même une partie du monde du travail de demain, on peut voir des soirées où on alcoolise complètement les jeunes filles jusqu'à 23h, et une fois qu'elles sont décoincées, hop, on fait rentrer les mâles pour qu'ils chassent leur proie. Ou encore des petits jeux marrants qui consistent tout simplement à lancer ses sous-vêtements sur un animal empaillé, dans des soirées gentiment appelées le bal des putes. Et ça s'arrête pas qu'aux soirées étudiantes et aux études sup, non. Dans les grosses boîtes aussi, le fameux cliché du coucher pour être promu, les mains au cul et les discours gênants sur les seins de la secrétaire de Bertrand, c'est aussi une réalité. Ça concerne pas tout le monde, mais c'est une réalité. Il y a même maintenant des types qui te forment pour que tu forces les femmes à tomber amoureuses de toi, ou des gosses qui se vantent qu'à 13 ans, ils ont forcé une petite à faire un plan à 3. Donc oui, la culture du viol existe et il faut que ça cesse. Mais ça serait une erreur de mettre tout le monde dans le même panier et de penser que les hommes sont juste des animaux qui doivent assouvir leurs pulsions, et que les femmes sont des grosses victimes qui n'attendent que se faire violer. On peut pas résumer l'être humain à ça, quel que soit notre point de vue. Il faut bien se rendre à l'évidence qu'on pourra pas contrôler toutes les interactions et millimétrer les relations pour être sûr que c'est ni du harcèlement ni de l'agression. C'est pas possible. Et même si ça l'était, personne ne voudrait d'une société pareille. Ça impliquerait bien trop de contrôle et bien trop de manque de liberté. Au fond, le réel problème de tout ça, c'est que le combat politique de certains est venu remplacer le réel combat contre le viol et les violences sexuelles. Exactement comme ce qu'on a vu pour l'affaire de Lola ou celle de Justine, c'est ni plus ni moins de la récupération politique et surtout idéologique. Et c'est dommage de voir que le combat nécessaire, digne et rempli de sens de centaines de personnes depuis des siècles, qui veut juste la paix, la liberté et être moins emmerdé, il se voit entaché par des personnes qui savent même plus comment se faire remarquer. Et quand on voit jusqu'où certains et certaines tombent après un tel acte, on se rend compte que c'est bien con de faire passer nos égos frustrés devant leur douleur incontestée. Pendant longtemps, le viol a été mis de côté sous prétexte que comme ça touche aux relations sexuelles, c'est pas grave, tu remets. Même la justice a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Parce que oui, je vous rappelle que 2/3 des délinquants qui sont dans nos prisons le sont pour des crimes sexuels. Ça représente qu'1% des violeurs. Et 1% des 10% qui portent plainte. Et après, on fait encore semblant d'être étonné quand les parents vont se faire justice eux-mêmes,
ou quand des victimes décident tragiquement de mettre fin à leur jour. Notre fille Océane s'est suicidée le 4 juin dernier suite à un viol qu'elle a subi le 10 février par une personne qu'elle pensait être son meilleur ami. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les conséquences d'un viol sont graves, longues et importantes. Il y a un avant et il y a un après. Alors quand certaines avancent fièrement qu'elles aimeraient se faire violer, pour prouver qu'on s'en sort seule, d'autres tombent dans de graves dépressions, souffrent de stress post-traumatique qui pourrissent et envahissent leur vie. Un viol, ça crée un traumatisme dans le cerveau qui est visible si on fait une IRM. C'est-à-dire que ça n'est pas que psychologique, c'est physiologique. Oui, c'est physiologique, c'est neurologique, c'est neurobiologique. Et il y a des atteintes corticales, il y a des atteintes qu'on peut maintenant vraiment très bien voir sur IRM. Sans compter ceux et celles qui garderont à vie en eux, sans jamais en parler à personne. Parce que même si certaines langues se délient, le viol est et reste un tabou qu'il faut taire, une honte à garder, parce que tu l'as quand même un peu cherché. Donc oui, on pourra faire des blagues autant qu'on veut sur le viol. Je vais à la boutique. C'est pas que les prix sont abusés, c'est qu'ils abusent sexuellement ta carte bleue. Tu sais, j'ai payé le sac, ma carte bleue s'est mise sous la douche en pleurant. Elle a porté plainte, elle a fait une interview masquée pour Combini. C'était en plein jour. Jusque-là, tout allait bien. Faire semblant de pas comprendre quand on a été trop loin. Parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments ou parfois du charme. Remettre la faute sur les femmes ou la société patriarcale. Ou sortir l'argument présomption d'innocence à tout va quand c'est quelque chose qu'on veut pas croire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le viol, c'est pas un combat politique ou idéologique. Le viol, c'est un crime. Et même si on a fait du chemin depuis quelques décennies, il reste encore beaucoup de choses à comprendre et à faire évoluer. À commencer par nous et notre vision du viol et des victimes. Parce que c'est pas normal que quand on ose raconter une des scènes les plus humiliantes de notre vie, on soit reçu comme si les criminels, c'était nous. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 74 757 personnes qui se sont faites violer depuis le 1er janvier 2022, quand seulement 7000 ont été portées plainte. Et quand on demande pourquoi vous n'allez pas à la police, les mêmes réponses reviennent encore et toujours. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai été violée, j'ai été séquestrée, il m'a battue parce que je leur faisais pas confiance, parce qu'il y avait 15 personnes des fois derrière moi qui écoutaient, parce qu'il faut dire haut et fort son identité, il n'y a aucune confidentialité. Et j'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là. Alors loin de moi l'idée que les forces de l'ordre ne font rien pour ces crimes. S'il y a autant de laisser-aller en ce qui concerne le viol dans notre société, ça peut pas être que de leur faute. Tout le monde a sa part d'effort à fournir pour que ce crime, qui brise des milliers de personnes chaque année, soit enfin reconnu à sa juste valeur. Alors oui, pour répondre à notre question, un des problèmes sous-jacents du viol et de sa culture, c'est sûrement la façon dont les victimes sont traitées, par la société dans son entièreté. Et malheureusement, si aussi peu de victimes osent parler, c'est avant tout et surtout à cause du fait que personne n'entend. Parce qu'on est trop occupé à rejeter la faute sur l'autre partie, et à faire passer nos idées politiques avant tout. Mais moi, de ce que j'ai vu, il y en a beaucoup plus qu'on pense qui osent parler, et raconter ce qui leur est arrivé. Il n'y a juste personne qui est prêt à écouter.